Salut à tous, c'est Nicolas. Je suis en direct avec Sylvain Perret de la société Objectif USA à Orlando. Bonjour à tous. Salut Sylvain, salut à tous. Alors, tout d'abord, en introduction, on voulait vous expliquer pourquoi on a souhaité faire ce live. Tout simplement parce que, pour vous donner un exemple, et même plusieurs, je conduis ma voiture tous les jours. Ça ne fait pas de moi un pilote. Je cuisine tous les jours, ça ne fait pas de moi un chef cuisinier. En tant qu'expatrié, je suis donc expatrié aux États-Unis depuis plus de 4 ans et ça ne fait toujours pas de moi un expert en immigration. Il y a énormément, dans les derniers mois, les dernières années, il y a énormément de coachs en immigration, de conseillers en immigration qui fleurissent un petit peu partout. Et après plusieurs années d'expat, on connaît Sylvain. Sylvain est aux États-Unis, en Floride, depuis plus de 10 ans. Il a un passif énorme en tant qu'entrepreneur et en tant qu'expert en immigration, en création et en reprise d'entreprise. Donc on vous le conseille sans problème, sans honte, sans arrière-pensée, on est sûr. Et on va tout de suite commencer avec les questions que vous nous avez envoyées sur Habiter aux USA, sur les différents groupes et notamment sur la page Objectif USA de Sylvain Perret qui est ici présent avec moi. Alors Sylvain, on va commencer tout simplement par qu'est-ce qu'un business broker ? Alors un business broker, c'est un intermédiaire en transmission d'entreprise. Alors plus précisément, c'est un peu comme un agent immobilier qui va se charger non pas de mettre sur le marché une maison, mais une entreprise. Alors quand je dis une entreprise, je ne parle pas d'un local commercial, je ne parle pas d'un bâtiment dans lequel il y a une entreprise, je parle vraiment de l'activité. Donc ça peut être un restaurant, ça peut être une boulangerie, ça peut être une imprimerie. Voilà, un business broker, c'est un agent immobilier, entre guillemets, spécialisé en entreprise. D'accord. Alors, est-ce que tu as accès à l'ensemble du marché américain ? C'est-à-dire que je suis français, belge, suisse, je souhaite acheter une entreprise, par exemple, à Chicago. Est-ce que je peux te contacter ? Oui. J'interviendrai de différentes façons selon l'endroit où sera située l'entreprise. Pour être business broker, comme pour être agent immobilier, il faut une licence. Cette licence, elle est rattachée à un État. Ma licence, je l'ai en Floride. Donc, quand j'interviens pour quelqu'un qui veut racheter une entreprise en Floride, je suis business broker à part entière, donc je me charge de la transaction de A à Z. Si j'interviens pour quelqu'un qui veut acheter une entreprise, alors je vais prendre par exemple Santa Barbara, pourquoi ? Parce que j'ai fait une transaction à Santa Barbara il n'y a pas très longtemps. Là, ça va être complètement différent. Il y aura une nuance importante pour vous sur laquelle je reviendrai tout de suite après. Ça va être complètement différent, c'est-à-dire que je vais intervenir en tant que votre conseil. Ce n'est plus moi qui ai listé l'entreprise pour le vendeur et qui représente la transaction. Là, pour le coup, si j'interviens sur une autre ville, je serai en consultant pour vous et je vous aiderai à acheter cette entreprise. Mais il y aura un broker de Santa Barbara, par exemple, qui représentera la transaction. Je m'adresserai à ce broker pour représenter vos intérêts. La différence principale, c'est que là, en temps normal, je suis payé sur la transaction par le vendeur, que là, dans une opération comme ça, par contre, c'est l'acheteur qui me paye des fees, des honoraires de consulting. Ok, alors déjà on va commencer par le commencement. Je suis en France, je souhaite, par exemple j'ai une affaire ou j'ai un petit pécule. Tout d'abord, avant toute chose, est-ce qu'il faut vraiment beaucoup d'argent pour venir vivre légalement aux États-Unis ? Est-ce que le rêve a un prix ? La notion de beaucoup, c'est relatif. Il faut avoir de l'argent. Ce que vous ne voulez pas, c'est vous retrouver à court d'argent aux États-Unis. Alors, bien entendu, un couple avec 3 enfants n'aura pas nécessairement les mêmes besoins qu'une personne célibataire. Maintenant, il faut trouver une entreprise ou création, rachat, on verra après, mais il faut trouver quelque chose qui vous rapporte de quoi vivre assez pour vivre ici, et il faut garder de l'argent sous le coude en cas d'imprévu.
Moi aujourd'hui, très clairement, j'allais dire pour une famille en dessous de 150 000 dollars minimum, pour une famille en dessous de 150 000 dollars, je suis perplexe. Ça va dépendre en plus des villes, parce que typiquement 150 000 dollars à Orlando, 150 000 dollars à Miami ou 150 000 dollars à San Francisco, c'est pas la même chose. Donc j'allais dire qu'en dessous de 150 000 dollars, je suis perplexe. Maintenant, j'ai vu des gens arriver avec moi et s'en sortir. Tout le monde n'a pas le même niveau de vie. Voilà. Maintenant, clairement, une fois tout fait, entreprise achetée, etc., il faut encore avoir quand même 30, 40, 50 000 sous le coude. Parce que les imprévus, il y en a toujours. Oui, ça c'est bien vrai et ils sont souvent coûteux. Qu'est-ce que tu conseilles? Une création d'entreprise ou un rachat d'entreprise? Alors moi, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que je vais me baser sur l'expérience que j'ai eue avec mes clients, que les rachats, globalement, généralement, se passent mieux. Pourquoi? Parce qu'un rachat, généralement, vous rachetez... Alors, un rachat maîtrisé. Un rachat où on a des bilans corrects, où tout a été vérifié. J'allais dire un rachat en bonne et due forme. Généralement, on a une entreprise qui a un passé, on a une entreprise qui a un marché, on a une entreprise, j'allais dire, qui a passé sa phase critique, qui est justement la phase de lancement. On dit souvent que dans les créations d'entreprises, moins de 50% arriveront à 5 ans. C'est vrai ici aussi. Donc globalement, si vous rachetez une entreprise, comme j'en ai vendu parfois, des entreprises qui sont au même endroit depuis 20 ans. J'ai vendu une entreprise qui était au même endroit depuis 37 ans. Si depuis 20 ans il y avait un problème, elle aurait été fermée cette entreprise. Donc voilà, donc j'allais dire on rachète quand même. Après l'autre élément c'est d'arriver à ce que la transition se passe bien, c'est-à-dire pas reprendre une entreprise et puis quand on arrive se penser bien meilleur que le vendeur et tout casser. Non, souvent moi ce que je dis c'est déjà commencer par faire aussi bien que celui d'avant et puis après on verra. Faut quand même beaucoup d'humilité dans ce domaine-là. Donc oui, alors après la création, j'ai des créations qui se sont très bien passées, typiquement des boulangers. Pourquoi je dis boulanger? Parce que c'est souvent les créations qui se passent pas mal. Un boulanger français qui crée une boulangerie aux États-Unis, qui a compris qu'il faut qu'il adapte son produit, qui loue pas un local complètement démesuré avec un loyer délirant, qui fait quand même une mini-étude de marché pour être sûr que dans son quartier, il a quand même des gens qui ont les moyens et la curiosité intellectuelle d'aller acheter du pain ou de la boulangerie ou de la viennoiserie, ça peut très bien se passer. Maintenant, créer dans un domaine dans lequel vous n'avez jamais travaillé, avec un budget limite, c'est risqué. Alors, ça me fait penser à ce que j'appelle le syndrome du food truck de crêpes. C'est un peu moqueur, mais c'est une triste réalité. On voit bien sur les forums, sur les réseaux, tous les mois des gens qui veulent venir s'installer en Floride et pour faire par exemple un business de crêpes. Alors tiens, j'ai 150 000 euros sur mon compte bancaire, j'ai envie de venir en Floride m'installer. Est-ce que je peux te contacter pour ouvrir un business de crêpes? Je n'ai jamais été dans la restauration de ma vie, mais je veux venir faire ça en Floride. Alors, la crêpe, j'ai de l'expérience dessus, et en l'occurrence le food truck aussi de crêpes. Alors, il y a deux questions là-dedans. Il y a food truck et il y a crêpes. Et il y a aussi professionnel, pas professionnel. Commençons food truck. Food truck, on a souvent une vision idyllique de pas mal de choses, et la réalité souvent n'est pas la même. Alors food truck, je vois beaucoup de visions idylliques. C'est quand même bosser les soirs, donc souvent tard. C'est bosser dans le bruit, parce que les food trucks, le truc qui fait l'électricité est souvent bruyant, ouais. Dans la chaleur. Voilà, les food trucks, vous ne pouvez pas vous installer où vous voulez. Il faut faire partie d'associations de food trucks. Typiquement à Orlando, pour avoir le droit d'aller sur certains événements food truck, il y a 3 ans d'attente. Donc croyez pas qu'en arrivant c'est super, je m'installe n'importe où je veux, j'ouvre mon food truck et ça marche. Il y a un film, je sais plus le nom, ou un chef ou un food truck là, c'est très mignon, c'est très joli, sauf que ça, c'est un film. Donc il y a le côté food truck. En plus selon les États c'est encore plus compliqué. La Floride n'est peut-être pas le plus compliqué, mais selon les États il faut ce qu'on appelle une cuisine en commissary, donc ça se complique. Bon, food truck. Crêpe. Alors la crêpe, très bien, mais les Américains ils connaissent pas. Ils en mangent une fois de temps en temps, ils trouvent ça bon, mais ils ne savent pas faire. Donc il y a le côté food truck. Il y a le côté crêpe. Alors la crêpe, très bien, mais les Américains ils connaissent pas. Ils en mangent une fois de temps en temps, ils trouvent ça bon, mais ils ne savent pas faire.
Souvent, ils trouvent ça un peu cher. Ils trouvent ça bon. Pour autant, ils vont pas se mettre à manger des crêpes. Il y a certainement des Bretons, comme les Bretons. Voilà. Donc la crêpe, c'est un produit actuellement qu'ils ne connaissent pas. Donc il faut leur faire goûter. La crêpe, ça a un autre problème. Si vous faites de la crêpe fraîche, c'est que c'est long. Donc les gens que j'ai vus réussir dans la crêpe, par exemple, alors là, juste une anecdote, vous allez sur internet, vous cherchez un truc qui s'appelle crêpe-o-matique. Alors là, oui, parce que là, vous sortez une crêpe minute. Voilà, je vous dis, une marque française, crêpe-o-matique. Donc voilà, maintenant, j'ai vu des gens réussir dans la crêpe, très bien réussir dans la crêpe. D'abord, ils avaient un produit qui n'était pas unique crêpe, ils avaient plein d'autres choses autour. C'était deux très grands professionnels de la restauration, qui avaient chacun eu un restaurant de leur côté. Ils ont une chance, c'est qu'ils ont un emplacement en or avec un loyer canon. Donc ce qui fait que eux réussissent. Maintenant, honnêtement, dans la crêpe, j'ai vu plus d'échecs que de réussites. C'est important de le noter. Alors quand on s'est rencontrés, parce que tu faisais, parce que là, Covid oblige, pour l'instant c'était un peu en pause, tu faisais des meetings à Paris, un peu partout dans toute la France pour rencontrer éventuellement des futurs clients. Et tu avais donné une anecdote, celle du stade. Oui, l'anecdote. Alors effectivement, c'est que j'avais beaucoup aimé. Cette anecdote, ma femme finit par rigoler chaque fois que je commence, parce que je la dis à chaque fois. Je dis simplement que quand vous rentrez dans un stade de football américain, globalement, par exemple à UCF pour les UCF Knights, Go Knights, quand vous rentrez dans un stade de football américain, vous avez 80 000 personnes dans le stade. Et si vous demandez aux 80 000 personnes qui a mangé dans un café français dans la dernière année, et là sur les 80 000 personnes, si vous avez 1000 personnes qui lèvent la main, vous avez de la chance, ça sera peut-être une centaine. Voilà, vous aurez 100 personnes qui diront j'ai mangé dans la dernière année une crêpe ou dans un café français. Bon. Vous posez tout de suite la question après, combien de vous, sur les 80 000, a mangé une pizza dans la dernière semaine? Là, vous avez 80 000 mains qui se lèvent. Donc concrètement, quand on lance quelque chose, il faut savoir à qui on s'adresse. Est-ce qu'on s'adresse à une niche? Est-ce qu'on s'adresse à une niche dans la niche? Genre une crêpe sans gluten? Je ne sais pas si c'est possible. Mais si, je crois que les galettes sont sans gluten. Ouais. Bon, soit vous adressez une niche dans la niche, ou alors vous vous adressez à tout un chacun. Et je dis toujours, si vous voulez vivre heureux aux États-Unis, faites des pizzas. Parce que de toute façon, des pizzas, alors on arrive au Super Bowl, c'est dimanche. Ouais. On arrive au Super Bowl, je vous explique pas combien de pizzas et de canettes de Budweiser vont être utilisées pour le Super Bowl. En fait, si je te suis, on est bien d'accord, il ne faut pas chercher à révolutionner le marché américain, il ne faut pas chercher à éduquer les Américains. Ils sont très très contents avec ce qu'ils ont, ils ne sont pas forcément très curieux. En tout cas, il faudra si on a les moyens, si on a des millions devant soi et qu'on a le temps d'attendre 2 ans pour se prendre son premier salaire et qu'on est persuadé d'avoir la vérité, moi je veux dire, j'ai vu des gens réussir avec des choses nouvelles. Le seul truc, c'est que dans ces cas-là, il faut avoir les moyens d'attendre. C'est moi, la plupart du temps, je demande à mes clients, est-ce que vous allez avoir besoin de payer votre loyer le mois prochain? Est-ce que vous allez avoir besoin de remplir votre frigo? Si c'est le cas, prenez quelque chose dont on sait que ça marche. Si c'est quelque chose de vraiment nouveau, attention. Ok. Donc alors, je suis en France. Je prends contact avec toi via ta page qui s'appelle Objectif USA. Objectif USA, vous la trouverez très facilement. Il y a un site internet qui est plein de bonnes infos et une page sur Facebook. Donc on prend contact avec toi et donc comment ça se passe après? On t'explique le projet, le budget. Et est-ce que tu prends tous les clients qui t'appellent? Alors non, ça c'est impossible, c'est totalement impossible. T'es bien le seul. Je sais pas, mais je te le dis. Ouais, bon, alors non, moi c'est totalement impossible. Moi, ce que je vais d'abord faire, la première étape quand les gens me contactent, très souvent le premier contact se fait par email, je leur renvoie tout de suite un questionnaire. C'est un questionnaire sur Google. Auquel les gens vont devoir répondre à un certain nombre de questions. Dans les questions, ça va être par exemple, est-ce que vous êtes professionnel du domaine dans lequel vous souhaitez aller? Quel est votre niveau d'anglais? Quel est votre niveau de diplôme? Toutes ces questions, ça me permet quoi?
ça me permet de voir à quel stade de réflexion on en est du projet. Et je vais être dur, mais de faire déjà un premier score du pourcentage de chances que ça aille au bout. Non, moi, on fait assez peu de dossiers par an. Par contre, moi, j'allais dire que notre score principal, c'est de regarder sur tous les dossiers qu'on a accompagnés, combien sont encore là 3 ans après et vivent du business qu'on leur a vendu ou vivent de l'activité dans laquelle on les a accompagnés. Et ce score-là, je ne l'ai pas précisément, mais il est de toute façon supérieur à 80%, et je dirais plutôt 90%, parce que les échecs, il y en a eu. Il y a eu des échecs. La plupart du temps, on a identifié la cause des échecs, et on les connaît individuellement. Il n'y en a pas eu beaucoup d'échecs. Aujourd'hui, nos clients, la plupart du temps, vivent du business. Ils ont encore, souvent, 3 ans, 4 ans, 5 ans après, ils ont encore le business qu'ils ont racheté ou créé, et ils en vivent. Donc, alors, par rapport à ça, bah oui, on fait une sélection à l'entrée. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas multipliable. On n'est pas une activité... on n'est pas une activité que c'est pas effectivement comme faire une pizza. Je parle de la pizza, c'est pas comme faire une pizza. C'est vraiment individualisé. Chaque dossier, passez-moi l'expression, mais on y mène aux tripes. Si vous êtes venu nous voir en conférence, effectivement, on fait des conférences 5 fois par an, enfin 5 conférences différentes en France. Les conférences durent 3 heures et les gens, chaque fois, savent qu'on a vraiment mis nos tripes là-dedans. L'idée, c'est qu'on ne rencontre pas des gens qui soient passés pour nous ou pas. L'idée, c'est qu'on ne rencontre pas des gens ruinés 6 mois après être arrivés, repartir en ayant tout perdu. Et malheureusement, y a des cas. Oui, on peut dire que ça arrive beaucoup. Est-ce que tu as des données sur le visa E2? Donc le visa E2, c'est le visa investisseur, c'est ce qui m'a permis à titre personnel de venir vivre aux États-Unis. C'est ce qui permet à beaucoup d'entrepreneurs d'Europe de venir entreprendre aux États-Unis. Donc basiquement, le visa E2, c'est un visa qui vous est délivré. Alors c'était une période de 5 ans, maintenant on est passé à 25 mois, 25 mois, 2 ans. Mais ça pourrait, avec la nouvelle administration Biden, ça pourrait éventuellement évoluer. Espérons. On va laisser passer la moto. Voilà, il va redémarrer donc. Le visa E2, est-ce que tu as des données au bout de 5 ans, si on reste sur 5 ans, au bout de 5 ans, quel pourcentage de gens vont être en mesure de renouveler? C'est-à-dire qu'ils ont été bénéficiaires, qu'ils sont toujours là, qu'ils gagnent de l'argent, qu'ils ont des employés et qui peuvent prétendre au renouvellement de leur visa. Est-ce que tu as des données là-dessus? Alors, est-ce que j'ai des données? Non, j'ai un sentiment, c'est que ce chiffre est inférieur à 50%. Ce qui est certain, c'est qu'à ce jour, tous nos clients qui ont demandé un renouvellement l'ont eu. Maintenant, on a un certain nombre de clients. Comment ça se passe? Alors ça, avant, c'était avec les 5 ans. C'était quand même plus simple avec les 5 ans. Hein. C'est que moi, je disais toujours à mes clients, écoutez, allez-y, démarrez, reprenez votre business, travaillez, machin truc, et revenez me voir au bout de 3 ans. Et au bout de 3 ans, on regardera vos tax returns, on regardera votre situation, et à partir de là, on fera une stratégie. Sachant que cette stratégie, elle est toujours en parallèle avec un avocat en immigration. Hein. Moi, je me positionne que sur le côté économique. Le côté juridique, c'est l'avocat en immigration. Parce qu'il peut y avoir des raisons juridiques pour lesquelles le visa ne soit pas renouvelé. Hein. Moi, je me positionne uniquement sur les critères économiques. Donc, je leur dis, venez me voir dans 3 ans. Dans 3 ans, on regarde votre tax return et on décide si oui ou non. Et alors, qu'est-ce qui se passe souvent? C'est qu'il y avait eu un plan de départ de développement du business, que malheureusement ce développement de business ne s'est pas fait. Je vais être un petit peu dur là-dessus, c'est que je pense que souvent il n'y a pas eu le marketing suffisant pour développer le business. So be it, c'est ça, c'est comme ça. Toujours est-il que 3 ans après, le business, au lieu d'être monté et de s'être développé, le business il a stagné. Donc, il leur permet de vivre bien. Ils ont 1 voire 2 salariés. Et il arrive souvent qu'il y en ait qui n'aient pas assez de salariés. Et là, on va leur dire, n'attendez pas d'être refusé à l'ambassade. On va vous conseiller plutôt soit de revendre, récupérer votre argent, peut-être racheter un autre type de business, représenter un autre visa. Soit certains décident de rentrer. Mais surtout, le pire, et j'ai encore eu au téléphone la semaine dernière une personne dans une situation catastrophique, il ne faut pas aller à l'ambassade en n'étant pas du tout dans les critères, c'est-à-dire un business qui fait peu de chiffre d'affaires,
qui a peu de salariés, qui dégage peu. Alors, je vais donner un exemple. Moi, j'ai rencontré un jour quelqu'un qui était venu me voir pour que je lui fasse un business plan pour son renouvellement. Il avait un café. Ce café faisait 120 000 $ de chiffre d'affaires, ce qui n'est rien. 120 000 $ de chiffre d'affaires, dégageait moins de 20 000 de résultats à l'année, ce qui fait absolument impossible de faire vivre une famille. Et il avait une salariée à mi-temps. Je lui ai dit, moi je ne fais pas votre business plan, c'est pas la peine, il n'y a pas de renouvellement possible. L'avocat, son avocat, je ne sais plus, de New York, son avocat lui a dit si, on va présenter un business plan, etc. Bon, refus. Donc, mais tiens d'ailleurs, j'avais une question et on nous avait envoyé une question par rapport au business plan. Qu'est-ce que le business plan? Donc on est bien d'accord, pour récapituler un petit peu, parce qu'on peut partir dans le trop technique. Toi, tu ne t'occuperas, si je suis en France, en Belgique, en Suisse, que je souhaite m'expatrier aux États-Unis, tu ne vas t'occuper que de la partie financière, de la partie entreprise, mais tout ce qui est immigration. Tout ce qui est juridique, je ne suis pas avocat. Voilà. Quand je suis malade, je vais voir un médecin. Quand j'ai besoin de conseils juridiques en matière d'immigration, je vais voir un avocat. Typiquement, quelqu'un me présente son cas et me dit quel est le visa qui me correspond. Je peux lui dire, je pense que ça serait un visa E2, mais ce n'est pas à moi à vous dire le visa qui vous correspond. C'est à un avocat, parce que peut-être que j'ai loupé un truc, et peut-être qu'il y a un autre visa qui pourrait lui correspondre. Il y a les visas L1, il y a les visas O. Donc la partie juridique, c'est de toute façon tout le temps un avocat. Alors je travaille beaucoup avec certains avocats, moins avec d'autres, mais je travaille avec des avocats de tout. Ça, à savoir que la loi en immigration, elle est fédérale. Hein, donc vous pouvez prendre un avocat à Orlando pour un dossier à New York pour un dossier à San Antonio, peu importe. Donc l'avocat en immigration, il faut vraiment trouver quelqu'un en qui vous avez confiance. Mais non, la partie juridique, non. Moi, je peux m'occuper de la transaction. Je vous trouve une entreprise, je vous accompagne sur toute l'acquisition de l'entreprise et je fais la partie économique, le business plan. D'où ta question. Le business plan, alors dans un dossier que fait un avocat pour demander un visa à l'ambassade, il y aura une pièce maîtresse qui est le business plan. Ce business plan, il va montrer l'activité économique future, les prévisions sur 5 ans, et il va viser à démontrer que vous allez embaucher, que vous allez dégager assez pour vivre, et que vous avez déjà bien réfléchi à votre projet, que le marketing il est en place. Donc il y a une partie rédaction et il y a une partie chiffres. Et ce document-là, alors aujourd'hui concentré parce que l'ambassade impose des formats, ce document-là fait une 15aine de pages, mais il est là pour démontrer le sérieux du projet. Alors, quand j'ai fait mon introduction pour cette vidéo, j'ai parlé de ces coachs en expatriation qui fleurissent un peu partout, donc des gens qui sont... j'en connais de loin qui sont expatriés depuis 1 an et voilà, couvrent une page sur Facebook. C'est très facile d'être coach, hein, ça coûte 300 $ sur internet. On reçoit un beau diplôme de coach après quelques heures de classe. Bon, personnellement, là c'est totalement, ça n'engage que moi, ni même pas la page habitée aux USA, mais je pense qu'il faut vraiment s'adresser à des professionnels et vous voyez, c'est un petit peu comme si vous étiez français, vous vivez en France et vous voulez ouvrir un café, vous voulez ouvrir une librairie. Est-ce que vous allez demander au type qui est arrivé en France, qui vit en France depuis 1 an? Absolument pas. Vous allez vous tourner vers un vrai professionnel. C'est exactement la même chose avec les coachs en immigration, les conseillers en immigration. Alors, qu'est-ce que c'est que cette profession? On en voit un petit peu alors là, il y a à mon avis un problème. Alors il y a a priori un statut dans l'État de Californie et je crois l'État du Nevada qui institutionnalise quelque chose qui s'appelle Immigration Consultant. Alors, quand on regarde la description de l'USCIS, l'USCIS c'est l'immigration américaine, quand on regarde la description que fait l'USCIS, ils disent en gros que ces consultants en immigration peuvent vous aider à remplir les formulaires et en l'occurrence surtout vous aider à remplir les formulaires si vous ne comprenez pas ces formulaires par exemple par rapport à des problèmes de langue. Mais ils indiquent sur le site pour un tarif modique. Un tarif modique c'est de l'ordre de 50 $ la page.
Alors moi, les choses que j'ai vues qui existent, clairement, c'est pas 50 $ la page, hein, c'est beaucoup plus que ça. Moi, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit précédemment. Il y a par exemple, un avocat en immigration, c'est 5 ans d'études. Hein. Donc on ne devient pas avocat comme on ne devient pas médecin en France ça existe là le truc l'offre là le Kinder Surprise voilà ici c'est interdit le Kinder Surprise donc oui. Donc voilà donc on ne devient pas avocat en immigration alors c'est la même chose pour consultant enfin coach moi j'ai pas la prétention d'être coach de vie ou quoi que ce soit moi je suis entrepreneur je sais comment manager un business je peux donner des conseils de management de business. Après, la partie bien vivre son immigration, etc., j'ai mon avis, mais voilà, je le garde pour moi, je rentrerai pas là-dedans. Par contre, sur la partie vente d'entreprise, il y a des choses. Il y a des licences. Moi, j'ai toutes mes licences. D'où effectivement l'expérience. Ça fait 10 ans que je suis aux États-Unis, 10 ans dans ce quartier, 10 ans à Avalon Park, 10 ans aux États-Unis. Avant de faire ça, 20 ans de banque. 20 ans de banque, de crédit aux entreprises. Donc c'est quand même un petit peu mon domaine. Hein. Voilà, je suis membre de Business Brokers of Florida. Je suis membre de l'International Business Broker Association et j'ai un statut, on n'est que 600, c'est pas pour braguer, hein, braguer, je sais pas comment c'est en français, pas pour... oui, c'est pas pour te pousser du col, mais voilà, c'est vraiment... voilà. J'ai un statut, j'ai ramé pour l'avoir, c'est le statut de Certified Business Intermediary, CBI. On n'est que 600 aux États-Unis à avoir ce statut parce qu'il n'est pas facile à avoir. Il faut un certain nombre d'années d'expérience, un certain nombre de transactions réalisées, un diplôme avec, dans le jour du diplôme, tout un travail de recalcul de rentabilité d'une entreprise, de calcul de prix de vente, de valorisation. C'est un examen qui dure 3 heures et avant de passer l'examen de 3 heures, vous avez quelque chose comme 80 heures de cours. Et l'examen de 3 heures, c'est pas, contrairement à beaucoup d'autres examens, c'est pas un QCM. Hein. C'est vraiment rédigé. Le taux de réussite, il n'est pas très élevé. Hein. Donc voilà, c'est pour dire que... C'est ce qui fait la différence. Voilà. Ok. J'aimerais qu'on parle de la franchise parce que là, il y a... j'ai vu passer des vidéos de franchisés français qui sont arrivés aux États-Unis, qu'on ne citera pas bien entendu, mais ce n'est pas le but d'ailleurs, qui sont arrivés, qui sont un petit peu déçus du rendement de leur franchise. Donc pourquoi je parle de cet exemple spécifique? Parce que les franchisés sont français, mais les franchiseurs le sont aussi. Et donc c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, puisque c'est le dernier là qui me vient à l'esprit. Qu'est-ce que tu penses de la franchise en général? Alors, la franchise en général, je suis pour les bonnes franchises. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comme dans beaucoup de choses, il y a des bonnes et des mauvaises franchises. Il y a des bonnes et des mauvaises franchises, qu'elles soient américaines ou françaises. Alors typiquement, j'ai vendu par exemple des franchises Killwins. Killwins, c'est des glaces et des chocolats. C'est un truc, ça marche du feu de Dieu. Mes franchisés Killwins en sont ravis. J'ai vendu des franchises Huntington. Huntington, c'est cours du soir. Killwins, ça doit exister depuis 30 ans. Huntington, ça existe depuis 50 ans. Ils ont 1000 franchisés. J'ai vendu des franchises Packmail. C'est des bureaux de poste privés. Ça se passe très très bien. Par exemple, je ne vendrai pas de Subway. On parle d'une franchise américaine. Là. Je ne vendrai pas de Subway. Subway, actuellement, tous les franchisés essaient de fuir. Il y a de gros problèmes de communication. D'ailleurs, encore cette semaine, je ne sais pas si tu as vu, les sandwichs Subway les sandwichs au thon qui n'ont pas de thon dedans. Et je pense que c'est vrai. Donc il y a de gros problèmes par exemple chez Subway, mais le problème de base de Subway, c'est que quand vous achetez un Subway, vous n'avez pas de territoire déterminé. C'est-à-dire que vous achetez un Subway et Subway peut en créer un autre 500 mètres plus loin et vous n'avez plus rien à dire. Donc la franchise, il y a un document important qui s'appelle le FDD, Franchise Disclosure Document, qu'on vous fournit, que la franchise a obligation de vous fournir. Ce document-là est absolument primordial. Alors après, les franchises françaises. Alors les franchises françaises, ça c'est un petit peu délicat parce que y a un certain nombre de franchises qui sont venues, qui sont des franchises qui sont françaises mais qui sont nées ici. Alors, je vais faire une nuance là.
des franchises qui sont françaises mais qui sont nées ici. C'est-à-dire ces franchises qui n'existaient pas du tout en France et effectivement des gens qui ont créé une franchise de A à Z. Bon, il y a un exemple, je ne citerai pas le nom parce que je ne veux pas de procès. Il y a un exemple dont que beaucoup connaissent ici, où il y a eu quand même un certain nombre de familles françaises, au minimum une quinzaine, mais c'est vraiment minimum une quinzaine, qui ont tout perdu. Qui sont venus, qui sont restés moins d'1 an et qui ont tout perdu. Donc là, je ne dirai pas le nom parce que je sais qu'ils attendent que ça. Donc voilà, mais clairement, quand on me cite ce nom-là, je préfère dire aux gens, bah, écoutez, non, ça ne passera pas par moi. Donc ça, c'est le sujet clos. Moi, aujourd'hui, ce que je dirais sur les franchises françaises, attention à ne pas essuyer les plâtres. Attention à ne pas être le premier, à ne pas essuyer les plâtres. C'est un peu le problème que j'ai pu voir dans certains cas, que le projet n'ait pas été assez réfléchi avant, que le business model soit un business model réaliste. Quand je vois qu'on me dit par exemple que c'est normal qu'un loyer représente 20% du chiffre d'affaires dans un business dans l'alimentaire, non. Le loyer dans l'alimentaire visait 10%. Si vous avez plus de 10% de loyer dans l'alimentaire, vous allez être mal. Parce que, par exemple, typiquement un restaurant, c'est pas compliqué. Le food cost, donc ce qu'il y a dans l'assiette, c'est entre 22 pour une pizza jusqu'à 30 si vous avez des fruits de mer. Donc 22 à 30 de food cost. Le personnel, c'est aux alentours de 25 à 30 aussi. On est déjà à 60. Vous avez 20, sur les 20, là-dedans, vous allez avoir les frais généraux, dont 10% pour le loyer. Donc il vous reste 10 pour votre eau, électricité. Je viens de me prendre un gland sur la tête. Sur votre eau, électricité. J'ai cru que c'était un oiseau. Il vous reste 10% pour l'eau, l'électricité, etc. Et ça vous laisse 20% de profit. Et ça, ce camembert, vous l'avez sur mon site. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est d'une revue américaine. La plupart des articles sur mon site, c'est des choses que j'ai tirées d'articles de revues américaines. Je ne l'invente pas. Et là, ce graphe, il est clair. Donc typiquement, moi, je vois des gros problèmes de business model. Alors, je finirai avec les franchises pour dire qu'actuellement, je travaille avec, et non pas pour, mais avec une franchise qui a l'intention de venir s'installer aux États-Unis. La particularité de cette franchise, c'est qu'on parle d'une franchise qui a 90 emplacements déjà en Europe, donc qui est établie, qui arrive aux États-Unis, mais qui, pour le coup, me requiert mes services en tant que consultant. Je ne travaille pas pour eux, ce que je dirais par là, c'est que je ne les vends pas. Me requiert mes services en tant que consultant, et en l'occurrence, va commencer avec 8 établissements en propre. D'un coup. Mais ce n'est pas des franchisés. Oui, ils arrivent avec 8 établissements en propre, où ils ont plus de 50% du capital, et ces 8 établissements servent à adapter le business model de leur franchise française au marché américain. Et une fois que tout ça sera vraiment, ça y est, on a 8 établissements qui tournent, on sait comment ça marche, etc. À partir de là, ils attaquent à franchiser, mais ils attaquent à franchiser autant aux États-Unis qu'en France. Leur but, c'est de trouver des franchisés américains. Je ne comprends pas pourquoi une franchise se limiterait à chercher des franchisés français. Il y a un truc qui me gêne. Pourquoi vous voulez des Français? Parce que les Américains ne veulent pas. Il y a un truc qui me gêne. Donc concrètement, moi aujourd'hui, je sais comment une franchise peut se développer. Il y a des réseaux de brokers spécialisés en franchise. Il y a des salons de la franchise. Donc il y a de quoi faire avec les franchises américaines. Tous les ans, je fais un résumé aussi de la revue Entrepreneur sur les franchises. Il sort en janvier. Tous les ans, je fais un résumé de ce truc-là sur Objectif USA. Petite parenthèse, parce que j'ai peur d'oublier d'en parler. Tu es en train d'écrire un livre. Oui. On va faire ta petite promo parce que j'ai peur d'oublier. Quand est-ce qu'il va sortir ce livre? Je suis dedans d'ailleurs. Il est dedans. Si vous ne l'achetez pas pour Sylvain, achetez-le pour moi. Alors ce qu'on va faire, c'est que voilà, moi j'aime bien la politique de la terre brûlée. Donc je vais dire qu'il sera fini fin mars. Et comme ça, je suis obligé de finir pour fin mars. Ok, voilà. Donc fin mars, on le retrouvera sur ton site Objectif USA. Il sera sur Amazon, il sera... Donc c'est un livre
sans langue de bois sur l'immigration. C'est un sur livre, l'expatriation. c'est Objectif USA, 10 ans d'accompagnement de Français aux États-Unis. J'y parle des visas, j'y parle des loyers, j'y parle des associations de Français à l'étranger, j'y parle des réseaux sociaux. Dans ce livre-là, pour ceux qui ont assisté à la conférence, c'est la conférence x10. C'est-à-dire que voilà, il y aura 6 interviews de gens qui sont venus ici, 6 interviews qui vont illustrer des gens qui sont arrivés jusqu'à la carte verte, des gens qui sont repartis parce que ça ne s'est pas bien passé, des gens pour qui ça se passe bien, des gens qui rament, des gens en franchise, des gens pas en franchise. J'essaie vraiment tous les cas de figure. Je voudrais, donc la promotion, c'est clos. Je voudrais revenir sur la franchise. Quand on est dans un stade assez avancé avec un franchiseur, il nous donne donc ce que tu as dit, le FDD, le Franchise Disclosure Document. Voilà. Et à l'intérieur de ce document, vous avez les coordonnées de tous les autres franchisés. Donc on est bien d'accord. Si vous voulez entreprendre aux États-Unis, qu'on vous donne ce document, n'hésitez pas à appeler les autres franchisés. S'ils n'ont rien à cacher, si leur business fonctionne, ils vous répondront. Peut-être qu'ils vous rappelleront parce qu'ils sont buzzy, mais ça justement c'est bon signe. N'hésitez pas, vous appelez tous les franchisés, vous leur passez un coup de fil. Hey, salut, je m'appelle Nicolas, je suis prêt à signer avec cette franchise, la franchise que vous avez actuellement. Est-ce qu'il y a des choses que je dois savoir? Est-ce que vous êtes content de votre communication avec la franchise? Est-ce que le rendement est là? Depuis combien de temps êtes-vous installé? Ne vous fiez jamais seulement à ce que le franchiseur va vous dire. Appelez les autres franchisés, demandez-leur, prenez la température et vous pourriez être surpris. Ouais, ça va même plus loin, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une franchise qui indiquait clairement les personnes qu'il fallait appeler. C'est-à-dire qui disait, écoutez, on vous a déjà organisé une rencontre avec tel franchisé, une rencontre avec tel franchisé. Ouais, alors pourquoi pourquoi cela? Posez-vous la bonne question, pourquoi cela? Et il y a aussi des franchisés, des franchiseurs qui disent, n'appelez surtout pas Perret à Objectif USA. Posez-vous aussi la bonne question. Pourquoi il ne faut pas appeler Perret à Objectif USA? Moi aujourd'hui, j'allais dire entre guillemets, j'ai rien contre personne, sauf effectivement une seule franchise où j'ai vu des choses vraiment catastrophiques. Où j'ai eu des gens, peut-être qu'elle se reconnaîtra, mais j'ai eu des gens en pleurs dans mon bureau pendant 2h30, des gens qui avaient tout perdu. Donc ça je ne peux pas tolérer. Donc voilà. Ouais, c'est une réalité. On ne parlera pas de la franchise parce que j'ai tellement peur de. Je suis tellement peur de faire. On va arrêter avec le sujet des franchises. Mais tout le monde connaît le nom de cette franchise ici et elle est toujours à destination des Français. Et faites hyper attention. Franchement, après avoir vu une vidéo comme celle qu'on est en train de tourner, vous ne devriez pas vous faire avoir. Prenez des renseignements. Il y a énormément... Alors déjà, pensez que venir aux États-Unis et ne s'adresser qu'à des Français, c'est une grosse bêtise. Il y a énormément de mecs qui vivent ici aux États-Unis uniquement sur les arnaques. Ils ne font que ça à longueur d'année. Ils accueillent des Français ou des gens de leur pays d'origine. Le côté francophone, ça vous met en confiance. Faites hyper gaffe. Il y a tous les jours des gens qui repartent des États-Unis vers leur pays d'origine complètement ruinés. J'en ai vu repartir même une main devant, une main derrière, qui n'ont même pas fermé la LLC, ils n'ont même pas fermé leur entreprise, ils ont vendu leur voiture à la hâte. Il y a des gens qui ont laissé leur voiture sur le parking de l'aéroport parce qu'ils n'avaient plus rien. Faites hyper attention, renseignez-vous, prenez contact avec des vrais professionnels, des avocats qui ont fait des études, des business brokers qui sont certifiés. C'est vraiment hyper important. Après avoir vu une vidéo comme ça, vous ne pouvez pas vous faire avoir, c'est impossible. Et si vous partez sur de la franchise, appelez les autres franchisés, appelez-les tous, ne vous fiez pas à seulement ce qu'on va vous dire, appelle un tel. Faites de l'investigation. C'est ce qui me désole parfois, c'est que on sait que que les gens ont le rêve américain, rêvent de vivre aux États-Unis, et vous avez des gens qui vont avoir tendance à abuser de ce rêve américain. Et je vois des gens se faire avoir sur des choses où jamais ils se feraient avoir en France. J'ai vu des gens donner procuration sur leur compte bancaire. Par exemple, dans un autre domaine, dans l'immobilier, donner procuration sur les comptes bancaires à des property managers, parce que le property manager, le gestionnaire pour la gestion locative, parce que le property manager leur dit qu'il faut qu'ils aient procuration sur le compte. C'est pas vrai.
C'est absolument pas vrai. En France, est-ce que vous donneriez procuration sur votre compte bancaire à quelqu'un que vous avez rencontré une semaine avant? Non. Jamais de la vie vous donneriez procuration. Mais pourquoi vous le feriez aux États-Unis? Des fois, on perd un peu son sens commun et ici, ça se fait comme ça. Ouais, enfin, posez quand même la question à d'autres personnes si ça se fait vraiment comme ça ici, quoi. Remettez tout en cause. Moi, chaque fois que j'ai des gens, je leur dis, mais attention, n'hésitez pas, allez demander à droite, à gauche, allez demander à tout le monde. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on n'est pas obligé de faire du business ensemble. Je veux dire, on peut rester bons amis et vous faites ce que vous avez à faire, mais en aucun cas, ne croyez les gens sur parole parce qu'on a des mauvaises surprises. Alors, je voudrais revenir un petit peu à l'entreprise, à proprement parler. Qu'est-ce que tu penses des malls? Alors, les malls, pour ceux qui ne connaisseraient pas ce mot, ce terme, les malls, ce sont tout simplement les centres commerciaux. Il y en a énormément, il y en a de moins en moins. Ils se font tabasser, ils se font tuer par Amazon en partie. Donc, les centres commerciaux. Quel est ton avis? Est-ce qu'aujourd'hui, tu irais installer un de tes clients dans un centre commercial tout en sachant qu'ils sont plus sur une pente descendante? Les centres commerciaux sont en perte de vitesse depuis longtemps. Ça correspond à un changement dans la consommation. Je pense qu'au Covid, ça aurait été le clou dans le cercueil, le dernier clou dans le cercueil. Amazon, la vente en ligne, mais Amazon en particulier, à savoir qu'aux États-Unis, Amazon, c'est près de 60% de la vente en ligne. Aujourd'hui, c'est livraison. Alors avant, c'était 2 jours gratuits, puis 1 jour gratuit. Maintenant, c'est same day delivery, free same day delivery. Donc, vous commandez le matin, vous l'avez l'après-midi. À un moment donné, j'en arrive à me demander s'ils vont pas bientôt nous livrer avant qu'on commande. Parce que vraiment, ils sont forts. Des fois, on se demande d'ailleurs. Mais toujours est-il que voilà, c'est devenu tellement simple que ne subsistent que des réseaux ultra spécialisés où les gens acceptent de faire le déplacement parce que c'est spécialisé. Alors les malls, typiquement à Orlando par exemple, on a 2 malls qui fonctionnent, Florida Mall et Mall at Millenia, puis le reste c'est des malls fantômes. Alors, on va avoir, ça c'est surtout pour les malls fermés, les malls dans le genre Galerie Lafayette, dans le genre Pardieu à Lyon, Printemps, ces malls fermés, ça a vraiment plus la cote. Il y a des malls ouverts, donc des malls ouverts, c'est par exemple, vous avez un cinéma et vous avez toute une galerie marchande autour. Bon, ça vit encore. La problématique, très souvent quand même, c'est que le loyer te tue. Ouais. Là, il n'y a pas très longtemps, Mark Wahlberg. Alors, vous connaissez Mark Wahlberg. Si vous avez vu les films, comment s'appelle la série avec les bagnoles qui se transforment en... Transformers. Les Transformers. Mark Wahlberg, c'est l'acteur qui fait les dernières séries Transformers. Ah oui, il a monté une chaîne qui s'appelle Wahlburger. Donc, avec son frère et ses parents, il a monté une chaîne qui s'appelle Wahlburger. Il a voulu en monter un juste à côté d'ici, là, à Waterford Lakes. À l'époque, moi, je m'étais penché sur le local parce que c'était un restaurant mexicain, que j'avais un client qui était intéressé. $19 000 de loyer. Alors, si on raisonne 10%, 19 000, 20 000, 20 000, 240 000 à l'année, ça voudrait dire qu'il faut faire 2,5 millions de chiffre d'affaires à l'année. Sur des gros restos, ça se fait. Enfin, faut pas se louper. À coup de, par exemple, Wahlburger, c'est un burger à 10-15. 2,4 millions divisé par le burger à 10, ça en fait du burger. Ils ont tenu 6 mois. Et pourtant, c'est la famille Wahlberg, il y a de l'argent derrière. Oui. Ils ont tenu 6 mois, ils ont fermé. Le loyer, typiquement, la problématique des malls, il y a 2 problématiques. La première problématique, c'est que c'est vraiment pas quelque chose qui est en train de progresser vers le haut, c'est vraiment en train de baisser à cause de la vente en ligne. Première problématique. Deuxième problématique, les loyers vous tuent la moitié des business. Alors, si vous vous appelez Apple, c'est différent. Apple, c'est le plus gros chiffre d'affaires au mètre carré au monde. Donc quand vous rentrez dans un Apple Store, quand vous voyez le petit truc comme ça, là, ça vaut $1 000. Là, forcément, vous faites du chiffre. Ok, alors écoute, je pense que c'est assez complet. On vous a parlé de la franchise, on vous a parlé
Ce qu'on peut faire un petit chapitre assez rapide sur le visa investisseur, parce que j'ai donné ma vision du visa, mais c'est le visa qui permet voilà, le visa investisseur, faut investir donc effectivement une somme, admettons, entre 100 et 150 000 $ dans un business commercial. Je dis bien commercial, donc ça veut dire que de la location d'appartements, c'est du revenu passif, donc c'est pas une activité donc commerciale. Tu veux dire que si j'arrive à Orlando, que j'achète 5 appartements et que je les gère au quotidien, les louer, ça ne fonctionnera pas. Ça pourrait être le cas si c'était des appartements à côté de Disney pour de la location touristique, parce que ça c'est une activité hôtelière. Maintenant, si c'est de la location long terme classique, vous avez des locataires à l'année, etc. C'est un revenu passif, c'est pas un revenu commercial, donc logiquement ça rentre pas. Okay. C'est pas censé rentrer dans le visa EDO. Alors tout le monde n'a pas le même avis là-dessus. Maintenant, bon, pour moi, le texte c'est quand même un revenu passif. Donc voilà, donc typiquement, voilà une activité commerciale. Il faut que ça génère de l'emploi. Il faut que ça génère de l'emploi. Le premier paragraphe a été changé. Et le premier paragraphe, c'est Buy American, Hire American, BAHA. Et ça veut dire que le but des visas EDO, c'est de créer de l'emploi. Donc s'il y a un critère qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est emploi, 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 emploi. Alors on parle souvent de la restauration, mais parce que la restauration, c'est pas compliqué. En général, vous avez un salarié par tranche de 80 000 $ de chiffre d'affaires. Un resto moyen qui vit, c'est 500 à 600 000 $ de chiffre d'affaires. Donc un resto de 600 000 $ de chiffre d'affaires, vous divisez par 80, il a 8 salariés plein temps. Si on reprend mon chiffre de tout à l'heure, un resto à 600 000, s'il fait 20% de résultat net, ça vous fait 120 000 pour vivre. Voilà, ça c'est un peu mes chiffres. J'allais dire que pour moi, les business, c'est plutôt comme les business qui dépassent 500 000 de chiffre d'affaires. Voilà, donc le visa EDO, c'est ça. Après, bon, faut pas se leurrer, ça s'est compliqué quand même à partir de 2018. À l'ambassade des États-Unis à Paris, ça c'est compliqué. Et ça, c'est des questions purement politiques. Alors, je n'entrerai pas dans le détail. On espère juste qu'on va pouvoir faire renverser la vapeur rapidement, parce que ça a été un peu chaud quand même par moment. Ok, merci Sylvain. On va passer aux questions que vous nous avez envoyées sur le live. Alors, Sylvie de Nice, salut Sylvie de Nice, nous demande... pour les franchises américaines, pour les franchises aux États-Unis, faut-il obligatoirement parler anglais? Je pense que c'est anglais parce que oui, français, parce que oui. bon. Alors bon, c'est un peu là, c'est un peu trop. Quel niveau d'anglais pour s'expatrier? Je pense que c'est ça la vraie question. Oui, bah alors là justement, je vais la repasser parce que j'ai fait une vidéo avec Christina, Speak English with Christina récemment, et j'ai fait une vidéo sur ce sujet. On a parlé pendant 1h30. Il y a des domaines dans lesquels on peut ne pas être forcément hyper bon en anglais. Moi, j'ai en tête un copain qui avait une pâtisserie. Son anglais, bon, s'il m'écoute, il va me haïr. Mais son anglais n'était pas exceptionnel. Mais bon, il restait dans son labo, il faisait ses pâtisseries et il avait du monde qui faisait. Si vous devez faire du face-to-face avec les clients, si votre anglais n'est pas bon, vous allez avoir un problème. Hein. Ouais. Donc, il faut le travailler avant. Hein. Il y a beaucoup de choses, travaillez-les en amont. Hein. Donc, je reparle de Speak English with Christina. C'est une Américaine qui vit à Grenoble, elle est extraordinaire. Et elle fait des choses spéciales pour les gens qui ont envie de venir s'installer aux États-Unis. Ok. Pierre demande, c'est un peu compliqué de répondre, demande les bonnes entreprises à acheter sur Orlando. Alors, on va dire, qu'est-ce qui marche à Orlando? Pizza. J'y tiens, mes pizzas. La location de ski. La location de ski. Non, mais c'est difficile de répondre à ça parce que tout marche. Moi, j'allais dire, tout ce que vous voyez autour de vous en France, ça marche un peu de la même façon. Hein. Si vous êtes restaurateur, achetez un resto, et si vous êtes bon restaurateur, vous fonctionnerez. Si vous n'êtes pas restaurateur, n'achetez pas de resto. Non. Ou alors, passez un CAP. J'ai envoyé des gens, pendant mes conférences, j'ai dit plusieurs fois, vous voulez monter un resto, passez le CAP de restaurateur en France et faites-vous de l'expérience. J'ai des gens qui l'ont fait et qui aujourd'hui en sont très très satisfaits. Qu'est-ce qui marche Tout ce qui est en... Bon, là, en ce moment, c'est un peu compliqué avec tout ce qui est en rapport avec le tourisme. Déjà, vous êtes sûr, 66 millions, 70 millions de touristes par an à Orlando tous les ans. Les services, les Américains bouffent du service. Je connais très très bien, par exemple, un gars qui s'occupe des gazons de ses clients, par exemple, des gazons et des plantes, parce que les gens ne veulent pas le faire, moi le premier. Piscine, j'ai une piscine.
j'ai pas envie de la nettoyer. J'ai un gars qui vient nettoyer ma piscine. Ouais, ça c'est vrai. Alors je dis souvent pour faire rire, mais barbecue, j'ai un barbecue. Barbecue, j'ai pas envie de le nettoyer. Et ben il y a une franchise de nettoyage de barbecue. Ça coûte 65 $ pour faire nettoyer son barbecue. Des fois, il faut se poser la question s'il ne faut pas le changer pour 65 $. Mais bon, service. C'est inimaginable. Il y a un truc à faire. Les Américains trouveront toujours un moyen pour payer quelqu'un d'autre pour le faire à leur place. Des fois leur boulot aussi. Et mais bon. généralement, la rentabilité est très bonne quand c'est du service à la personne que vous arrivez, que vous, par exemple, alors ça peut être couper l'herbe, ça peut être nettoyer la piscine. Il y a très peu de frais. Vous êtes généralement tout seul avec un camion, une voiture et voilà, c'est des rentabilités, des marges qui sont très bonnes. Est-ce que ça passera dans un visa E2 à l'ambassade? C'est déjà plus moins compliqué. Évident, mais c'est service. Moi j'aime les services. Alors bon, j'ai vu une question de Benoît. Moi, je sais déjà ce que tu vas répondre, qui demandait les meilleurs quartiers pour vivre à Orlando. Avalon Park. Voilà, alors ouais. Bon, alors on habite tous les deux à Avalon Park. Ouais. Disclaimer, on habite tous les deux à Avalon Park. Bon, les meilleurs quartiers pour vivre à Orlando, il n'y a pas qu'à Avalon Park. Pourquoi je cite souvent Avalon Park? Bon, d'abord parce que j'y vis depuis 10 ans. La deuxième chose, parce que j'ai 3 enfants. Quand on est arrivé ici, ils avaient 5, 8 et 11 ans. Donc calculez, ils ont 15, 18 et 21 aujourd'hui. Et que toutes les écoles sont extraordinaires. Qu'on a vrai. UCF à côté, on a Valencia à côté. Donc moi aujourd'hui, 10 ans après, mes enfants suivent leur bachelor à UCF, vont généralement faire leur master à UCF. Ils ont fait toutes les écoles d'ici, donc j'aime l'Est d'Orlando. Bon, j'aime bien Lake Nona, j'aime bien Oviedo. Ici, j'aime Avalon parce qu'il y a une qualité de vie. Il y a vraiment, on a un quartier, c'est difficile à expliquer, ça fait village. On retournera la caméra après Voilà. pour vous montrer un petit peu ce qui se passe autour de nous. Là, on est dans le downtown d'Avalon. D'ailleurs, je peux le faire tout de suite. Hop là. Oui, donc là, on est, c'est le centre-ville d'Avalon Park. Spider-Man. Et je sais Spider-Man. même pas, c'est Il y a Batman. Spider-Man, c'est normal. Voilà. Donc c'est quand même assez chouette. Alors, hop, je retourne la caméra, je remets, je te recentre, voilà, et on va continuer avec une autre question. Alors, Sylvie c'est fait, Pierre c'est fait, Lily demande si une boucherie peut fonctionner en Floride. Il y en a une qui s'était montée il n'y a pas loin d'ici, elle a tenu 1 an, elle a fermé. Mais les Américains n'achètent pas de viande? Si, mais ils l'achètent en grande surface. Eh oui. Eh oui, Publix, Target. Alors, peut-être dans un quartier très riche, peut-être à Baldwin Park, Winter Park. Mais je peux pas dire que j'ai d'exemples de réussite. Par contre, j'ai des exemples d'échecs. Guillaume demande comment se porte le marché des vins français aux États-Unis. Dur, très très dur. Y a un Publix qui est juste là derrière. Moi, je prenais mon vin depuis longtemps à Publix. Le rayon des vins français, c'était un rayon complet. Il doit rester 2 casiers, 4 marques, à tout casser. Ouais. C'est pas compliqué, les taxes de l'année dernière. Hein. Voilà, 25% de taxes, une menace à 100%, de la volonté clairement aux douanes de, passez-moi l'expression, mais d'emmerder le monde. Résultat, c'est devenu plus du tout intéressant de faire venir du vin français. Donc il se porte mal. Et alors par contre, le problème, c'est qu'il y a des pays qui ont pris la place. Ouais. Typiquement, la Nouvelle-Zélande, etc., ils ont pris la place. On le rappelle, le vin qui est à consommer avec du fromage. Voilà, du fromage, exactement. Je cherchais quelque chose de subtil, mais c'était ça que je voulais J'ai dire. eu le temps, moi, de la... Ouais, bon. Olivier demande le montant minimum à investir aux États-Unis. Alors, on va parler du visa E2, par exemple. Dans le visa E2, pour moi, c'est 150 000. Franchement, Pas aujourd'hui... forcément investir les 150 000, mais Non, avoir un budget de Ouais. 150 000. On est bien d'accord. Hein, Et pour une famille, plutôt plus. il faut ramener, souvent on nous dit, voilà, j'aimerais bien venir, je cherche du travail, j'ai envie de venir vivre. C'est pas comme ça que ça se passe. Vivre ici, ça demande énormément d'investissement personnel, d'investissement financier. Ça ne se fait pas comme ça. On vient pas avec sa valise, on s'installe pas légalement comme ça aux États-Unis. Moi, quand je parle de légalement, c'est-à-dire
par les voies officielles pour avoir un numéro de sécurité sociale. Ça coûte beaucoup d'argent, ça prend aussi du temps. N'hésitez pas à le préparer parce qu'une expatriation trop rapide, un manque de recherche, n'hésitez pas à venir. Ça, c'est quelque chose que je conseille énormément puisque c'est quelque chose que je n'ai pas fait puisque j'étais venu moi sous une franchise qui a complètement... Ça n'a pas marché, j'ai perdu 50 000 $ et j'ai fait 2 000 $ de chiffre d'affaires en 6 mois. Tout simplement parce que je ne suis pas venu, j'ai pas voulu dépenser quelques milliers de dollars pour venir étudier le marché parce que quand on part, c'est vrai qu'on se dit chaque sou compte. Et ben non, justement, c'est hyper important. Venez sur place, étudier le marché et vous vous rendrez peut-être compte que la bonne idée n'était finalement pas la bonne. Pour vous donner un ordre d'idée, alors nous c'était un petit peu différent. Quand on est venu s'installer ici, nous vivions en Guadeloupe à l'époque. Donc l'avion était quand même plus court. Mais on est venu quasiment tous les mois, ma femme et moi, chacun notre tour, passer 3, 4, 5 jours, une semaine pour préparer notre projet. Et ben, malgré ça, nos premières années ont été compliquées. Notre projet initial a été très très compliqué. Notre entreprise existe toujours de l'époque, qui fait de l'import-export. Mais malgré une très forte préparation, ça a été compliqué. Donc donc préparation. Ok, alors, Olivier nous a dit merci les mecs. Bon. Pas de problème bro. Louis nous demande si le marché de la construction, de la menuiserie est porteur. Alors oui. Ça Alors, nous ramène un peu au service entre guillemets. Il y a ce qui est dommage là, ce qui est compliqué. Alors j'ai travaillé sur des dossiers de construction. Alors là, on va parler de la Floride parce que là, pour le coup, chaque État est vraiment différent. Aujourd'hui, si vous êtes menuisier, pour exercer en Floride, il va falloir que vous obteniez votre licence de wood contractor. Donc de personnes habilitées à travailler le bois en Floride. Le problème, c'est que ces licences ne sont pas forcément faciles à obtenir par équivalence. Par exemple, un coiffeur, on peut avoir des équivalences assez facilement entre le CAP de coiffure en France et la licence ici. Pour menuisier, c'est pas nécessairement évident. Par contre, je connais plusieurs personnes qui ont fait ce schéma-là. Les artisans français, alors les compagnons par exemple, mais pas nécessairement les compagnons, tous ceux qui sont passés par les CFA, tous ceux qui ont fait... moi je suis un amoureux des métiers manuels. Et ben j'ai vu des gens avec des réussites. Alors je dirais pas leur nom, mais peut-être qu'ils sont en face là aujourd'hui. Mais j'ai eu l'occasion de voir un dossier de gens qui font des escaliers et qui font des escaliers avec un mélange bois-métal. Je passe mon temps à les féliciter sur leur page Facebook parce qu'ils font des chefs-d'œuvre. Il n'y a pas cette compétence ici. Et cette compétence, elle n'existe pas. Et alors là, je le dis très clairement et je le dis dans toutes nos conférences, on a les meilleurs artisans au monde. Alors en plus, les compagnons, alors là, n'en parlons pas. Voilà, là, c'est compliqué, mais par contre, si on passe les étapes compliquées, là, j'ai vu des gens faire de l'or. J'ai en tête quelqu'un à New York. Le bateau qui est amarré, c'est pas lui qui l'a fabriqué. Il l'a payé avec tout ce qu'il a fait à New York en bois. Ok, merci Sylvain. Et alors la question suivante, sans transition. J'en ai plusieurs, je les prends, mais on les fera toutes. Georges demande si il y a un marché sur le bien-être et la réflexologie. Est-ce qu'on est habilité à répondre à ça? Oui, il y a un marché. Alors là, pour le coup, vous avez intérêt à ce que votre niveau d'anglais il soit bon, parce que là, c'est énormément de communication. Oui, il y a un marché. Les gens, le yoga, la méditation, oui, toutes ces choses-là, oui, il y a un marché. Il faut être dans des endroits assez riches parce que si on regarde la pyramide de Maslow, c'est pas dans les besoins primaires, plutôt dans les besoins, les derniers besoins. Ouais, si, ça peut marcher. Mais faut être vraiment très très bon en anglais. Ensuite, prochaine question. Arnaud nous demande si un business d'optique dans l'optique serait bien en Floride. Oui, alors on en a un en face là, iCare. Alors bon, faut savoir que contrairement, alors il y a un diplôme qui s'appelle optométriste. Je crois qu'il existe en France, le diplôme d'optométriste. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'équivalence, encore une fois. Il faut savoir qu'ici, quand vous poussez la porte d'un opticien, vous avez le médecin, donc l'équivalent en France de l'ophtalmo, il est dans le magasin. Donc vous poussez la porte,
10 minutes après, on vous fait un fond de l'œil. 10 minutes après, etc. Un quart d'heure après, on vous sort les lunettes. Contrairement à la France où il faut, je ne sais plus combien de mois pour avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo. Puis, c'est tout intégré. Donc, voilà, ça c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est un des métiers qui est en train de changer beaucoup avec Internet, et entre autres avec le Covid. Il y a 2-3 marques de lunettes en ligne qui se sont lancées, où vous faites faire, alors j'en sais quelque chose, parce que celles-ci, je crois qu'elles viennent d'un de ces sites. Vous faites faire votre ordonnance chez un optométriste, après vous mettez ça en ligne, vous avez vos lunettes, et alors les prix ne sont pas du tout les mêmes. Donc attention en termes de positionnement prix, toutes les grandes surfaces ont un opticien dans la galerie marchande, qui fait partie de la marque. Walmart, Target, ils ont leur opticien dans la galerie marchande. C'est des salariés de la marque. Donc voilà, sinon, oui, bien sûr, les gens ont besoin de lunettes. Ils vieillissent comme nous. La preuve. Alors, prochaine question. D'ailleurs, j'ai vu dans les commentaires quelqu'un qui était tombé amoureux de ton accent américano-stéphanois. Alors, ça doit être quelqu'un qui te connaît très bien, je pense. Oui, il paraît que je commence à avoir quelques consonnes qui traînent avec un peu d'accent américain, mais l'accent stéphanois, je ne l'ai pas perdu. Alors, Stéphanie nous demande si ouvrir une pizzeria en Floride, c'est bien. Je pense que ça, on a répondu. Déjà. Racheter une pizzeria, typiquement, il y a une franchise que j'aime bien qui s'appelle Marco's Pizza. Ah oui. Leurs pizzas sont bonnes ils ont un très très bon modèle économique. Ils se mettent dans des emplacements pas trop chers, mais ils misent tout sur la livraison et le à emporter. Ils font eux-mêmes leurs pâtes, donc ils ont la marge. La marge est chez le franchisé. C'est souvent quelque chose que je regarde, c'est où est la marge, si elle est chez le franchiseur ou chez le franchisé. Quand vous faites votre pâte à pizza vous-même, que vous avez la farine, la levure et l'eau et le sel qui arrivent, la marge elle est pour vous. Quand vous recevez les pâtes faites, c'est le franchiseur qui l'a fait, la marge. Typiquement Marco's Pizza, voilà, j'ai pas d'accord chez eux, je devrais d'ailleurs, mais le Marco's Pizza qui est à côté de mes anciens bureaux, ça fait plusieurs fois que je dis au propriétaire que le jour où il vend, je l'achète. Alors, Karine nous demande si avec la crise du Covid, il faut investir maintenant ou attendre un petit peu. Ah ouais. J'ai répondu, c'est marrant parce que j'ai eu cette discussion hier avec un couple. La problématique. Si tu permets, Sylvain, tu as une Firehand. Ah oui, alors si elle me pique la joue, ça va pas le faire. Ça. Elle n'est pas grosse, mais c'est les fourmis rouges qu'on trouve en Floride et qui font énormément. Fire, c'est pas pour rien, Fire. Voilà, bon, alors excuse-moi, je t'ai coupé. Vous êtes en feu. C'est bon. J'ai pas la réponse. C'est aussi simple que ça. Oui, on trouve des business moins chers qu'à l'accoutumée. Par contre, il y a beaucoup moins de business que d'habitude à vendre, mais beaucoup moins. C'est la moitié de l'année dernière. Sur le BBF, il y a 2700 business en vente. L'année dernière, il y en avait 5000. Et qu'est-ce que le BBF ? Le BBF, Business Brokers of Florida, c'est notre fichier commun de base commune. C'est un site internet qui recense, alors c'est uniquement pour la Floride. C'est que pour la Floride. On est d'accord. Donc vous pouvez aller voir Business Broker of Florida. Mais s'ils vont sur Objectif USA, vous avez accès, vous avez un lien. Et vous pouvez voir toutes les entreprises en vente en Floride. Vous pouvez sélectionner le domaine d'activité, vous pouvez sélectionner le comté dans lequel vous souhaitez vous installer. Ça peut être bien déjà pour avoir quelques infos un peu sur ce qui se vend, à quel prix. Et à partir du moment où vous trouvez une affaire qui est susceptible de vous plaire, vous pouvez rentrer en contact avec un business broker comme Sylvain et il vous fait signer un agrément qui vous engage à rien mais qui vous permet d'aller un peu plus loin, d'avoir plus de qui vous oblige surtout à pas divulguer les informations que vous avez eues qui sont confidentielles sur le business. Parce qu'à partir du moment où vous avez signé ce document-là, on vous donne le nom du business. Et là, vous vous engagez à pas publier partout que vous savez que ce business est en vente. Parce que ça peut poser des problèmes aux vendeurs, ça. Voilà, donc c'est surtout ça, le document. Juste pour finir sur, est-ce que c'est le moment ? Alors bon, il y a moins de business que d'habitude. Il y a peut-être des business moins chers. Ce que je ne sais pas, clairement, c'est ce que vont être les prochains mois. Et ça, il n'y a personne qui peut vous le dire. Moi, je ne sais pas ce que vont donner les prochains mois. Mon idée, c'est que les États-Unis rebondissent beaucoup plus vite qu'ailleurs, pour différentes raisons. Parce qu'en fait, les gens ne peuvent pas se permettre d'attendre parce qu'ils n'ont pas droit à grand-chose. Et puis que c'est dans la mentalité américaine qu'il y a des hauts et des bas et que quand on rebondit fort. Donc je pense que ça va rebondir fort, mais quand ? Là, je n'ai pas l'info. Je voudrais faire une petite parenthèse, on a encore quelques questions.
comment ça se passe la communauté française à Orlando? Alors, moi je le sais, mais je sais que tu as été élu président de... Alors, j'ai été élu président de FABCO. FABCO, c'est la French American Business Council of Orlando. C'est la chambre de commerce franco-américaine d'Orlando. Donc, j'ai été élu président en décembre. C'est une chambre de commerce qui existe depuis une vingtaine d'années. La présidente précédente et qui est restée présidente honoraire, c'est Brigitte Jensen, qui est notre consul honoraire de France à Orlando. Qu'on salue. Moi, je t'embrasse, Brigitte. Voilà. Donc voilà. On organise des événements. Vous avez plusieurs associations comme ça. Là, il y a l'Alliance française aussi. Moi, je trouve que globalement, il y a une assez bonne ambiance. Comme partout, il y a. Je résume souvent les choses en disant, c'est pas parce qu'on est du même pays qu'on est obligatoirement amis. Donc, je veux dire par là, c'est que il y a des gens avec qui vous entendez, des gens avec qui vous entendez pas. Alors, c'est vrai que comme on est pas beaucoup quand même à Orlando, on n'est pas très nombreux. Donc, forcément, on arrive toujours à rentrer un peu tout le temps dans les mêmes. Mais bon, globalement, pour pouvoir d'ailleurs comparer peut-être avec d'autres endroits que je connais, je trouve que globalement, Orlando, c'est plutôt stable, c'est plutôt sympa, c'est plutôt bon enfant. Voilà, moi j'aime bien la communauté française d'Orlando. J'espère qu'elle me le rend, mais voilà. Alors j'ai vu passer une question sur ce qu'on pensait. On ne répondra pas à ce genre de questions politiques parce que c'est pas le. Voilà, tout à fait. La régie vient de le dire, c'est pas le sujet. On n'est pas là pour vous donner nos opinions. C'est pas du tout le sujet traité dans la vidéo d'aujourd'hui. Allez, on va se faire deux dernières questions et puis on va s'abandonner. Ça fait déjà 1h06 qu'on est en live, on n'a même pas vu le temps passer. Je suis pas étonné. Mais j'ai une particularité, je suis bavard. Oui, c'est vrai, mais c'est bien, au contraire. C'est un sujet qui me passionne. Alors, tiens, je vais en choisir une bonne. S'il y a des questions qui sont pas très en rapport avec... Alors, Mylène, une compatriote belge, nous demande si ouvrir un Ekki, E-K-K-I à Orlando, c'est une chaîne de restauration de luxe rapide en Belgique. Est-ce que tu connais cette franchise ou cette... Non, Mylène, on est désolé, mais on ne connaît pas Ekki. Alors, donc, restauration rapide de luxe, ici on a Burger Fee. Burger Fee, bon. C'est du burger haut de gamme. Ça marche. Il faut compter 15 $ pour un menu avec frites et une boisson. Mais leurs burgers sortent du lot. Donc de la restauration rapide de luxe. Alors on a aujourd'hui de la restauration rapide vegan. On a par exemple Fresh Food, Fresh Kitchen. Fresh Kitchen, voilà. Oui, ça peut marcher. Après, il faut vous poser la question, est-ce que ça vaut le coup de... En tout cas, si c'est une franchise Ekki en Belgique et qui ne sont pas implantés aux États-Unis, soyez pas les premiers. Ou alors, il faut qu'ils vous aident énormément pour votre installation. Parce que adapter un concept comme ça, c'est pas simple. Alors pour les Belges, justement, vous avez un produit qui est très bon, mais où malheureusement, j'ai une très très mauvaise expérience. Vous avez un produit qui est excellent, qui est la gaufre belge. C'est vraiment très très bon. Le problème, c'est que j'ai vu 2 expériences ici et les 2, ça a été des échecs catastrophiques parce que le produit est trop cher. Ça s'appelle waffle et les Américains, ils comprennent pas pourquoi c'est une waffle qui est si chère. Parce que la waffle de chez Waffle House, ça vaut rien. C'est dégueulasse, entre nous soit dit. Mais ça vaut rien. Et ils voient, mais pourquoi elle est belge, pourquoi elle est si chère? C'est pas le même produit. Et ils ne demandent pas pourquoi elle est rectangulaire. Voilà, alors aussi, donc tout ça, c'est vrai. Bon, ça, celle-là. Allez, on va vous autoriser une dernière question. Alors, allez-y, si vous avez une question, posez-la dans les commentaires. On sélectionnera la plus pertinente avant de vous abandonner. Et qui s'est implanté? Ok. Allez, si vous avez une dernière question... Ils sont implantés, alors. C'est bien. On se renseignera. On se renseignera, alors. Ouais. Voilà, bon, je sais qu'il y a un petit décalage entre le moment où vous nous voyez et le moment où on parle, donc on vous laisse encore quelques secondes pour nous poser une question. Ce sera la dernière question d'aujourd'hui. Je vous rappelle les coordonnées de Sylvain pendant ce temps-là. Objectif USA, vous trouverez sa page, la coiffure à domicile. Est-ce que c'est un créneau ou pas aux États-Unis, nous demande Julie. La question, c'est est-ce que ça peut prétendre à un visa? Non, mais surtout, je crois que, en tout cas en Floride, c'est interdit. Alors, des gens le font. En Floride, alors des gens le font et avec Covid, des gens l'ont fait.
Mais sauf erreur, ça a posé de gros problèmes parce que la coiffure à domicile, a priori en Floride, c'est interdit. Donc les coiffeurs n'ont pas le droit d'aller coiffer à domicile. D'où le fait qu'ils vont coiffer dans des salons. Alors je vois l'assurance santé, on en parle. L'assurance santé c'est cher et ça couvre pas très bien. Et là-dessus, je proposerais peut-être à Objectif USA, si ça les intéresse, de le relayer peut-être. Habiter aux USA. Pardon, Oui. qu'est-ce que j'ai dit? Objectif USA. Objectif Non mais c'est USA, bien, c'est tu moi, fais de ça. la tu fais de la pub pour ta Je crèmerie. proposerais peut-être à Habiter aux USA de le relayer. On est en train de prévoir quelque chose à ce sujet avec une pharmacienne, donc une professionnelle de la santé qui habite dans le Kansas, qui n'a rien de particulier à vendre, mais qui est vraiment une pro de la santé, entre autres des assurances santé, mais aussi de comment faire gaffe à sa santé ici, parce que faut faire gaffe à sa santé ici. On a vite fait de manger très gras, très sucré, de prendre 10 kilos, 20 kilos, enfin bon, je ne rentrerai pas dans le détail. Alors, je voulais vous présenter cette petite grenouille voilà, qui voulait passer sur le live puisqu'elle est venue. Elle ne se rend pas compte qu'elle est en France. Elle ne se en rend pas Belgique. compte qu'elle est une star. Elle est filmée. Alors j'ai vu passer dans les commentaires, ben voilà, Elle est là. ça y est. J'ai vu passer dans les commentaires une dame qui disait mais les gaufres belges fonctionnent très bien à New York. Est-ce qu'on peut dire que New York c'est un exemple pour tous les 50 États? Et ben voilà, le truc, c'est que les États-Unis, c'est d'un côté, j'allais dire 80% des États-Unis, et de l'autre côté, vous avez New York, Miami, San Francisco, Los Angeles, qui sont des marchés qui n'ont rien à voir. Alors, je mettrais peut-être Boston aussi dedans. Donc voilà, typiquement, c'est des marchés vraiment atypiques. Et là, typiquement, peut-être qu'à New York, les gaufres belges marchent très bien, entre autres parce qu'il y a certainement pas mal de Belges à New York. Et que la communauté belge permet au business de fonctionner, plus les Américains qui aiment les gaufres belges. Mais si vous faites ça dans une ville, c'est peut-être pas du fin fond de l'Amérique, c'est un peu comme les crêpes. Hein. C'est un peu comme les crêpes. Après, voilà, moi ce que je vous dis, c'est les expériences que j'ai vues à ce jour. Je n'ai pas vu de gaufres belges qui fonctionnent. Vous me dites qu'il y en a un, tant mieux pour lui. La prochaine fois que je vais à New York, j'adore New York, la prochaine fois que j'irai en manger. Bon, et puis... Attaque de grenouille. Attaque de grenouille, ouais. Et puis bon, attention, hein, nous on n'est pas là, on n'est pas là pour vous dire qu'on a la vérité absolue. Hein. Si vous voulez vous faire votre propre avis, bon, moi déjà, je suis pas là pour vous donner... je suis là pour vous donner mon opinion, mais je suis pas là pour vous donner des conseils. Mais si vous voulez quand même foncer et si vous pensez que vous pouvez ouvrir un magasin de gaufres dans un mall en Floride, allez-y. Hein, on n'est pas là pour vous dire oh là là, attention. On est là pour vous dire attention. Mais si vous voulez y aller, rien ne vous empêche d'ouvrir un magasin de gaufres en Floride dans un mall. Chacun est libre. Tout à fait. C'est justement le pays de la liberté d'entreprendre. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Question, vous pensez quoi du nouveau président? Bon, ça, on l'a déjà vu, celle-ci. Attention, ma petite, attention. Oh, Voilà. après la grenouille. Petite fille voilà. qui regardait les canards et qui a failli se payer le pied de la caméra. Eh bien, écoute, Sylvain, Julie nous dit merci à tous, merci à de toutes. nous avoir suivis. Hein. Et écoutez, merci à Nicolas de m'avoir accueilli. Et ben voilà, ça fait un moment qu'on en parlait. Ouais, c'est vrai. Donc que ça fait un moment qu'on en parlait. Il faut dire que ça c'est une vérité absolue, c'est que l'intérêt pour l'immigration est en train de repartir à la hausse avec la nouvelle administration. On le voit bien sur la page Habiter aux USA, on reçoit de plus en plus d'emails de gens qui souhaitent s'expatrier suite à la nouvelle administration Biden. On a aussi vu des gens qui ont dit on viendra pas parce que c'est Biden, attention, hein, on est bien d'accord. Il y en a qui venaient pas parce que c'était Trump, il y en a qui viennent pas parce que c'est Biden, et puis il y en aura un autre dans 4 ans. Ça, je vous annonce un truc, il y aura encore un autre président dans 4 ans. Donc voilà, vraiment on avait envie de mettre en avant un professionnel. On vous souhaite un bon week-end. Bon, vous voyez, j'ai mis une petite laine quand même parce qu'il fait 20 degrés, mais il y a un petit vent. Ouais. Là, on est à Londres. Il fait 20 degrés, température ressentie, moins 20. On vous embrasse. Allez, bonne, à bientôt. Au revoir. Objectif USA. J'avais pas fini. Et habiter aux USA. Bye bye.